Bon, on est le 30 novembre 2022, à la sortie de cette vidéo. Je voulais attendre le 30 novembre en plus de ça parce que c'est une date un peu importante pour la chaîne CCL4. Ça fait 8 ans que la chaîne existe, et oui. Joyeux anniversaire, mais oui, si j'ai pris également mon temps pour la review de ces Survivor Series, c'est tout simplement parce que gros syndrome de la page blanche. Et ouais, désolé de vous décevoir, hein, c'est pas parce que c'est les 8 ans de la chaîne que ce bon vieux Sturil a pris du temps pour nous écrire un qu'est-ce qui s'est passé hyper drôle là avec des gags et tout ça. Non, c'est un peu dommage. Bon, bah ceci dit, c'était quand même les Survivor Series Wargames qui se sont déroulés dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2022 depuis Boston, Massachusetts. Je l'ai bien dit de la première fois. Pas mal. Et on est accueilli par un très beau clip de présentation interprété par la légende, Monsieur Ozzy Osbourne de Black Sabbath, c'est War Pigs. Et bah ça tombe bien puisque le thème de la soirée c'est War Games. Une grande première dans l'histoire de la WWE, pour la première fois la tradition des War Games inventée par la légende, là aussi, Dusty Rhodes, débarque dans le main roster après 4 précédentes éditions du côté de NXT. Bon, on va annoncer la couleur. Il me semble que j'ai fait sur cette chaîne, ou alors sur la corde à linge, toutes les reviews de tous les shows NXT Wargames. Peut-être vous le savez, je suis pas un immense fan de la stipulation. En tout cas, je suis pas un immense fan de ce que WWE en a fait. Alors attention, je vais pas rechigner sur le fait qu'il y a eu des spotfest avec des trucs particulièrement épiques et dangereux qui se sont passés du côté de NXT, et en effet, il y a eu pas mal de petites dingueries. Mais j'ai souvent reproché que la première partie des combats des Wargames était souvent pleine de flottements, et même que dès lors que tous les compétiteurs se retrouvent ensemble enfermés dans la cage, il y a une espèce d'attente entre le spot numéro 1, le spot numéro 2, et derrière, assez peu de place pour quelque chose que je trouve assez essentiel dans le catch, à savoir la cohérence. C'est mon point de vue, je vais encore une fois apporter mes arguments. Ceci dit, je trouve que ces Survivor Series, dans leur globalité, étaient bien mieux et bien plus intéressants que ceux des dernières années. J'ai apprécié le show, j'ai été assez bluffé par son finish, et oui. Ah, c'est pas banal ce qui s'est passé à la fin, et à titre perso, je m'y attendais pas, j'aime bien être surpris. La couleur est donc annoncée, Survivor Series Wargames. Qu'est-ce qui s'est passé ? Accueillis par Michael Cole et Corey Graves aux abords des 2 rings et de la cage. Oui, si ça peut vous surprendre, il y a eu 2 rings pendant tout le show, mais les 2 rings ne vont servir uniquement que pour les 2 combats Wargames. Pour les 3 autres combats qui étaient dans le ventre bout du show, on s'est servi que d'un seul ring. D'ailleurs, comme à l'époque d'NXT, se sont d'abord servis du ring qui était sur le côté droit, puis celui sur le côté gauche, etc. Mais l'attraction principale qui a réveillé principalement la foule de Boston, qui n'a pas été non plus des plus enthousiastes pendant tout le show, c'est bien entendu ces 2 combats d'attraction, les Wargames, et c'est vrai qu'on a eu un espèce, quand je parlais de ventre mou, il y a eu un ventre mou, hein. Le premier combat, c'est donc le Wargames féminin. Rappel des règles, chaque lutteuse fait son entrée. Celles qui ne sont pas encore invitées à rejoindre la bataille vont donc patienter dans une cage à requins. On appréciera d'ailleurs la série de tractions offerte par Rhea Ripley, qui est particulièrement badass. Et d'ailleurs, bonne première surprise, car les 2 lutteuses qui vont commencer cette guerre, c'est nul autre que Dakota Kai d'un côté et Bianca Belair de l'autre. J'ai trouvé que c'était plutôt cool de démarrer immédiatement avec la championne, pour avoir un bon focus dès le début de match. D'ailleurs, on va parler rapidement de stratégie à adopter dans un tel combat. Bianca Belair, elle sait qu'en démarrant, elle va se retrouver en infériorité numérique à partir des 5 premières minutes, donc il faut pour elle qu'elle se débarrasse au plus vite possible de Dakota Kai, qu'elle la fasse rompiche pendant 3 minutes, le temps que la prochaine catcheuse fasse son entrée. Alors un petit point de détail sur lequel également j'ai fait attention, c'est la durée, les temps, est-ce qu'ils ont été respectés? Alors pour les 5 premières minutes, pas de souci. Après les 3 minutes, c'était un peu plus, un peu moins, le temps de terminer certains spots. WWE, la plupart du temps, ils nous ont affiché un décompte. Bon, après, ils le masquaient, ils revenaient. Le décompte, il n'était plus forcément ciblé sur le précédent. Mais globalement, je pinaille, que ça soit pour le Wargames masculin et le Wargames féminin, on est à peu près resté dans les bons timings. Hein, rien à voir avec le dernier Elimination Chamber en Arabie Saoudite qui était une catastrophe côté féminin. Et pareil que pour les Royal Rumble, où par moment, les 90 secondes ont tendance à se transformer en 180. Donc Bianca Belair, dans la dernière minute, elle va réussir à se débarrasser de Dakota Kai en la pliant en 2 entre la cage et les cordes, c'était magnifique. La prochaine à faire son entrée dans le ring, c'est l'autre moitié des championnes par équipe, Io Sky. Et malheureusement, Bianca Belair, elle s'est totalement laissée dépasser. Dès la première minute d'affrontement, elle se retrouve déjà en sandwich entre les championnes
championne par équipe. On est parti pour elle pour 3 minutes de souffrance. Malgré les quelques cafouillages de Io Sky, elle va rester au sol pendant la plupart du temps, ce qui donne un avantage considérable pour les heels à l'arrivée de la prochaine compétitrice qui est nulle autre que Asuka. Asuka, sur la première minute 30, elle va faire le sans faute. C'est-à-dire qu'elle va gérer la situation du 2v1 à la perfection, bien mieux de ce fait que Bianca Belair, qui aura ceci dit assez de temps pour récupérer ses forces et venir en aide à sa partenaire. De ce fait, les championnes par équipe sont totalement dépassées, et là, l'avantage repasse du côté babyface avant l'entrée de la numéro 3, à savoir Nikki Cross. Changement de stratégie, puisque Nikki Cross, elle va pas intégrer directement la cage, elle va décider d'aller chercher des armes sous le ring. Des kendo sticks, des couvercles de poubelle. Au passage, elle referme violemment la porte de la cage sur la tête d'Asuka, hein, de quoi tu te mêles. Et quand on va chercher des armes sous le ring, évidemment, Boston, Massachusetts se réveille et réclame des tables. Mais Nikki Cross, intelligemment, elle prend pas de table. Bah, elle est heal, elle va pas faire un truc qui va donner le sourire aux gens. Donc Nikki, elle intègre le match quand il y a plus que 2 minutes de décompte. Les babyface qui étaient jusque-là en contrôle sont totalement dépassés. Carnage avec les couvercles, carnage avec les kendo sticks, on s'étrangle, c'est pas bien, il faut qu'il y ait une babyface qui arrive pour faire le save. Justement, fin de décompte, Alexa Bliss qui a failli se prendre les pieds dans les câbles, du caméraman, attention, pas le moment de faire une Titus O'Neil. Alexa, elle rentre dans le ring et elle gère la situation en 3v1. Carrément. À première minute, la physionomie, elle change totalement. Bianca Belair et Asuka, elles parviennent à revenir. On est à nouveau au point d'équilibre, mais un équilibre qui se transforme directement en avantage babyface. Jusqu'à ce que Nikki Cross, elle décide de grimper en haut de la cage. Elle a attendu quasiment une petite minute là-haut avant de sauter sur tout le monde. Et là, je me suis dit, pendant 1 minute, les babyface dans le ring, elles peuvent pas garder le contrôle. Triple H, il avait besoin de nouveaux spots pour les futurs clips des futurs Wargames. Parce qu'on se doute que les Wargames, ça va revenir régulièrement. Et puis c'était un peu le but, hein, de Triple H, c'était pas caché. Il voulait pas trop utiliser les images des Wargames de NXT pour avoir vraiment des nouvelles images et des gros spots pour les Wargames main roster. La 4e heel à faire son entrée, c'est pas Rhea Ripley qu'on va garder au show, c'est Bayley. Et Bayley, elle rajoute des armes supplémentaires. Elle a sorti une échelle, il y a une belle réaction, mais surtout elle a sorti les tables. Alors oui, Boston, ça réclamait des tables, mais il fallait laisser une babyface sortir les tables pour justement avoir cette espèce d'euphorie quand il y a une babyface qui arrive, qui rentre une table. Mettons Mia Yim, qui en a peut-être besoin, parce que Mia Yim, c'est peut-être la babyface la moins établie dans le camp de Bianca Belair. Bayley, elle sort donc tout le roi Merlin sous le ring, et là ça prend 1 minute 30, elle revient, qu'est-ce qui se passe dans le ring? Est-ce que les babyface ont repris le contrôle? Ouais, bon, pas vraiment. On va bloquer Bianca Belair avec une table entre les 2 rings, quelques combinaisons en équipe, et donc là la supériorité des heels, elle est sans équivoque. Mia Yim, elle fait son entrée. Il y a 4 heels qui sont debout dans le ring. Toutes les babyface, elles dorment. Elle aussi, elle décide d'aller à Kiloutou. Elle nous ramène tous les poubelles. Enfin, elle galère déjà à les mettre dans la cage, la pauvre. Et là, si t'es les heels, on a 4 debout. Mia Yim, elle arrive. On a juste à la tabasser quand elle vient. Et elles font l'erreur que tu vois dans tous les films, dans tous les scénars, dans n'importe quoi. Elles y vont toutes les unes après les autres. Il y a même Nikki Cross qui avait grimpé sur, je sais plus, le coin de ring, qui assiste à la scène sagement en souriant, parce que c'est un peu dans son gimmick. Mia Yim, pareil, pendant sa première minute 30, elle gère toute l'adversité seule. Les babyface, elles commencent à revenir progressivement, jusqu'à ce qu'on finisse avec un gros statu quo quand tout le monde va porter des superplex depuis la 3e corde. On a un petit peu élargi le décompte, parce que là on a en réalité rajouté un peu plus d'1 minute à ce qui était initialement prévu. Arrivée de Rhea Ripley. Alors Rhea, pendant ces 3 minutes, c'est la grosse balade. Elle défonce absolument tout le monde. Elle perd la main seulement dans les 30 dernières secondes de son temps imparti, avec une super cannonball de la part de Mia Yim directement sur une poubelle. Mia, elle se fait calmer par damage control, et ça y est, on est parti, c'est l'entrée de Becky Lynch. Becky rentre dans le ring, ça y est, les Wargames commencent officiellement, il peut y avoir des tombées, et pendant que toutes les autres babyface elles dorment, parce que oui, faut dire ce qui est, hein, là elles ont fait un gros dodo, côté de la team de Bayley, on peut gérer un 5v1 sur Becky Lynch. Et non, c'est exactement la même dynamique que tout à l'heure, le 5v1, ça passe à la trappe, et elles se font toutes allumer par Becky Lynch les unes après les autres. Bon là, en effet, je pinaille, parce que dans l'écriture, c'est normal que Becky Lynch, elle arrive à gérer le 5v1, elle revient de blessure, c'est la catcheuse la plus populaire du roster, ça affaiblit considérablement les autres, mais bon, quand on est une star, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis elle repère au loin Bayley, qui est la dernière avec qui elle s'est pas encore entretenue, pour commencer le gros face-off, parce que c'est bien sûr le programme qui va être écrit pour les semaine à venir. Becky, elle se fait arrêter dans son élan par Rhea Ripley, qu'elle n'avait pas encore croisée. Non, Rhea Ripley, elle était peut-être occupée à maintenir justement les autres babyface à terre. Et WWE, c'est cool parce qu'ils nous en ont pas trop donné. Ripley va contrer les assauts de Becky Lynch, va tenter de porter le Riptide, ça a été esquivé. Bayley a attaqué Becky Lynch dans le dos. Ripley a porté son Riptide, seulement pour un compte de 2 suite à un retour de Asuka. Asuka Bayley, elles vont se mettre en 2v1 sur Rhea Ripley, ça va se terminer en Poison Mist sur la tête de Ripley. Elle avait déjà un maquillage un peu particulier, Rhea Ripley, là, ça a véritablement
éventuellement transformer en femme zombie, c'était particulièrement cool. Bayley va revenir dans l'équation, se débarrasser des babyface et notamment va porter son finish sur Becky Lynch entre les deux rings, donc c'est-à-dire sur la partie métallique. 1-2 dégagement avec intervention, là une fois de plus, d'Asuka. Bon, il y a beaucoup de catcheuses, ça fait longtemps qu'on les a pas vues. On les aperçoit au loin, souvent elles dorment. Et là, tout le monde va décider de se réveiller pour tenter une espèce de tour infernal depuis la 3e corde. Ça va pas super bien se passer, puisque Nikki Cross, la dernière en lice, elle va venir gâcher la fête et gâcher la powerbomb de Bianca Belair. Alors vu qu'il y a quelques personnes qui sont restées sur la 3e corde, Bianca Belair, elle décide de porter une vilaine powerbomb à Bayley, qui est peut-être assez mal retombée, on va la voir dormir pendant pas mal de temps. Et pendant ce temps-là, Io Sky, parce qu'il nous faut des spots, elle monte tout en haut de la cage pour faire un moonsault. Il est magnifique, attention. À partir de là, on va lancer la fin de match. C'est-à-dire que là, les gens vont se neutraliser, ils vont plus du tout intervenir dans la fin de combat. C'est toujours pareil dans tous les wargames, à un moment, hop, il y a des gens qui sont plus en capacité de se battre. Alors, faut trouver des gros spots. Et Nikki Cross et Alexa Bliss, ça va être les premières à se neutraliser toutes les deux. Elles vont finir menottées l'une à l'autre. Alors, j'ai bien aimé que Nikki Cross, elle dise à Alexa Bliss, j'ai pas oublié ce que tu m'as fait il y a longtemps. Alexa, elle va résister, c'est d'ailleurs elle qui va s'auto-menotter à Nikki Cross pour la porter sur les épaules et lui porter une chaise électrique directement sur une poubelle, sauf que, Alexa Bliss, elle sait manger peut-être un peu plus la poubelle que Nikki Cross. Donc de ce fait, oui, je peux comprendre, c'est logique, elles sont toutes les deux neutralisées, on les reverra plus pour la fin du match. Asuka, elle va se faire neutraliser par Rhea Ripley. Alors j'ai trouvé que là, c'était pas véritablement de la grosse neutralisation, elle s'est juste fait balancer sur la cage, et Asuka, on la revoit plus. Rhea Ripley, elle va basculer sur le ring où elle va retrouver Mia Yim, histoire de sceller la rivalité. Mia Yim va lui porter un slipper en s'agrippant sur elle, et Rhea, elle va se projeter sur une échelle qui était placée, elle a pulvérisé en deux, d'ailleurs elle fait le spot en souriant, c'est un peu rigolo. De ce fait, elle porte la prise, Rhea Ripley. Mia Yim, je comprends qu'elle soit neutralisée, mais Ripley, pareil, elle a décidé de dormir à ce moment-là. Donc, le face-off final, c'est d'un côté Damage Control, de l'autre côté Becky Lynch et Bianca Belair, comme à la fin de SummerSlam. Pour l'histoire racontée, ok, ça va, j'accepte. Vu que ça a été la tendance pendant tout le match, les babyface, en infériorité numérique, elles vont réussir à prendre le dessus sur les heels. Bayley, elle va être très vite neutralisée, va pas intervenir dans un échange 2v2 entre Bianca Belair, Becky et Dakota Kai et Io Sky de l'autre. Les championnes par équipe, elles vont chacune se manger un finish des babyface, d'ailleurs dans des combinaisons que j'ai trouvé assez bien amenées. Bayley de ce fait, fin de parcours pour elle parce qu'elle va se prendre un KOD directement sur la cage et on les reverra plus. Bianca Belair, elle a installé les championnes par équipe sur une table. Becky est montée tout en haut de la cage. Le leg drop depuis le haut de la cage est assez impressionnant, même très impressionnant, ça fera des super clips. Becky d'ailleurs en conférence de presse, elle était pas trop rassurée de la hauteur et puis une fois qu'elle était tout en haut, elle avait avoué que avec l'adrénaline, l'énergie du public, elle s'est dit ok, il y avait plus de hauteur, il fallait faire le spot, et le spot est bien sorti. De ce fait, victoire des babyface, on a des belles images, et malgré tout, il y a quand même un petit côté un peu fan. On n'a pas eu véritablement de moments un peu choc, un peu violent, et puis c'est toujours assez compliqué en fait, parce que t'as toujours le focus sur une, deux, voire peut-être 3 lutteuses. De ce fait, quand il y en a 10 dans le ring, t'oublies ce qui se passe d'un côté, et tu vois beaucoup de gens dormir. Et ça, si je le constate, tu vois, pour le match féminin, qui était quand même pas mal, notamment, je l'ai trouvé bien mieux au deuxième visionnage. J'étais, mais alors, dégoûté de ce qui se passera tout à l'heure dans le match masculin, et... oula. Bon, vous allez dire encore, Rose, tu tupinailles. Je pense en effet que les wargames, c'est pas des matchs faciles à écrire, mais encore plus, pas des matchs très faciles à produire, tout simplement. Avant de rentrer dans le ventre mou, comme j'aime l'appeler, des 3 matchs, il n'y a plus de wargames, alors de ce fait, le public s'est un petit peu éteint. On nous remonte la conversation entre Sami Zayn et Kevin Owens que Jey Uso a surpris, avec Kevin Owens, je le rappelle, qui a dit à Sami Zayn, enfin qui lui a donné un conseil, trahis la Bloodline avant qu'il te trahisse, parce que à l'époque, quand j'ai feudé avec eux, Jey Uso, j'ai vu comment il s'était fait casser la gueule par Roman Reigns, je vois comment ils se traitent entre eux, Sami Zayn, j'aimerais pas qu'il t'arrive une saloperie. Et Sami Zayn, il a jamais acquiescé. Et d'ailleurs, il a menti à Jey Uso, il lui a dit non, je lui ai pas parlé. Donc Roman Reigns, il était absent à SmackDown, donc là on le retrouve dans le vestiaire de la Bloodline. Jey Uso, il se pointe, et Jey Uso, il dit voilà, Sami Zayn, il m'a ouvertement menti, je le sens pas, on a même potentiellement perdu le match vendredi à cause de lui, on n'aura pas l'avantage numérique sur le Wargames. Je te dis, je le sens pas, j'attends juste tes ordres et tes consignes pour pouvoir me débarrasser de lui. Et Roman Reigns, il est pas totalement convaincu par Jey Uso. Il sait qu'il va prendre la bonne décision, donc il veut appeler Sami Zayn, le confronter dans les yeux, savoir s'il dit la vérité ou pas. Et à partir de ce moment-là, c'est pas on avisera, c'est j'aviserai. Et je prendrai la décision. Le fil rouge est lancé pour la fin de ces Survivor Series, et là, niveau storytelling, c'est vrai qu'on marche sur les étoiles. Là, c'est super cool. Et AJ Styles contre Finn Balor. Alors, on arrive à la fin de la grosse rivalité. En tout cas, on l'espère. Le Judgment Day, qu'on dit aussi, ça traîne en longueur. On a un peu cette bataille avec les deux qui sont perçus comme les leaders de leur groupe. D'ailleurs, Michael Cole, il nous rappelle que c'était avant ça les leaders du Bullet Club. C'est toujours marrant quand Michael Cole, il fait des refs New Japan. Mais donc, est-ce qu'on conclut là? Vraiment, match simple, et après c'est plié, on passe
passe à autre chose, et bah non. Et ça, ça vous avez probablement vu ce qui s'est passé à Monday Night Raw. Et c'est vrai que il n'y aura pas de recap au fait cette semaine. Bah non, je peux pas, là on prend du retard. Donc je vous annonce, oui un petit peu tard sur cette vidéo, que Sturi du futur, voilà, qui est là. Ah ouais, je l'ai rappelé, ça vous fait plaisir, voilà, il est là. Je sais pas ce qu'il fait, parce que lui il est dans le futur. Et ben il vous expliquera ce qui s'est passé viteuf à la fin de cet épisode. Ça va? Du futur? Voilà, hein? Vous êtes content, vous retravaillez? Bien, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il fait, je le vois pas. Donc Finn Balor, avec son masque là où il doit rien voir, et je trouve ça hyper stylé. Je sais pas, j'aime bien la dégaine de Balor là quand il vient au ring. Accompagné par Dominic Mysterio et Damian Priest, évidemment, et AJ Styles qui va venir avec son masque, d'ailleurs du Bullet Club, c'était hyper drôle, c'est le masque de Wrestle Kingdom 10. Accompagné de Gallows et Anderson, donc comme ça, il y a un petit équilibre des forces en présence, notamment à l'extérieur du ring. Et ben ça va être un peu l'histoire du match qui va être racontée, puisque les forces en présence, justement, vont se neutraliser. Et Dodo et Dada, ils vont se prendre la tête avec Kaka et Gaga, ils vont se battre, ils vont partir à l'extérieur du ring, ce qui va nous laisser AJ Styles et Finn Balor dans le ring, seuls, avec un bon match de catch. Il va raconter une chouette histoire autour de la jambe de Finn Balor qui était pas mal attaquée. La chimie entre les deux catcheurs, c'est plus à prouver, elle est très très bonne, mais le public, il est pas dedans. De ce fait, c'est vrai que le finish d'AJ Styles, il arrivait un petit peu, on a eu l'impression comme un cheveu sur la soupe. Victoire du Phenomenal One avec un Phenomenal Forearm. On n'en parle plus. Est-ce que c'est la fin du programme? Spoiler par avance pour Sturi du futur. Non? AJ Styles achève enfin une grosse dizaine de victoires dans des 1v1 en pay-per-view. Il aurait pu gagner un depuis 2019. Alors c'est bizarre parce qu'à la fin du match, il y a eu un échange de regards entre les deux catcheurs. Est-ce qu'il y avait du respect ou pas? J'en sais rien. Mais ils sont très vite passés à autre chose, à des clips pour nous annoncer, bah voilà, 2023, le Royal Rumble, le prochain pay-per-view. Ça a même été confirmé par les commentateurs. Donc bah oui, il y aura rien entre deux. Et on est parti. Le prochain combat, c'est un match féminin. Et c'est Ronda Rousey qui défend contre Shotzi. Alors, besoin d'une pause, là. Alors, j'aime bien regarder ça, c'est la note du match sur Cage Match. Là, après, bah ouais, 3-4 jours de délibération, on est à 2,69 sur 10. Ah, le match, il a pas été très apprécié. Alors, je veux jeter du sel sur personne, en tout cas, surtout pas pour Shotzi, qui vient, en plus de ça, on nous explique, rendre hommage à son papa qui est décédé, à pointer le ciel plusieurs fois, c'est un peu émouvant. C'est sa première chance en 1v1 pour le titre en pay-per-view. On essaye de rendre, tu vois, cette confrontation un peu mignonne, un peu solide, face à une Ronda Rousey qui, on le voit, dès qu'elle arrive au ring à côté de Shayna Baszler, elle en a rien à foutre. Elle prend jamais Shotzi au sérieux, de ce fait, elle se fait totalement dépasser en début de match. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais oui, en fait, le problème de Ronda Rousey, c'est qu'elle survend énormément. Elle survend tous les assauts de son adversaire et tu sais que ça la fait chier. Ronda Rousey, elle s'est jamais cachée en shoot interview, etc. de nous révéler qu'elle pourrait choper n'importe qui et battre n'importe qui dans le roster. Ça, bah oui, je veux bien la croire. Elle a été ancienne championne du UFC et je pense qu'en Legit Fight, elle bouffe absolument tout le monde. Mais t'as l'impression de ce fait qu'elle survend parce qu'on lui a demandé de faire et parce que ça rend justice au scénario qui doit être raconté. Et des fois, elle se permet des blagues quand elle arrive avec pas mal de techniques d'ailleurs à immobiliser les deux jambes de Shotzi. Elle dit « Ah mais c'est sur quelle jambe que je dois travailler? La droite, la gauche, j'arrive plus à m'y retrouver. Ah bah oui, la gauche !» Et en fait, c'est limite pas très pro de sa part. Parce que de ce fait, Shotzi, elle fait des comebacks sans arrêt, Ronda Rousey, elle paraît plus aussi forte. Il va d'ailleurs y avoir beaucoup d'interventions ou de distractions de la part de Shayna Baszler depuis l'extérieur du ring, ce qui fait que Shotzi, elle se retrouve souvent en situation de 2v1. À un moment donné, le public de Boston, il a commencé à chanter We Want Sasha. Yes, Shotzi may be relatively new to the scene, but Shotzi defeated 5 other superstars to earn... À quelque part, c'est normal, on est chez elle. Et puis je pense que le public, là, ça y est, il veut passer à autre chose. Donc le We Want Sasha, c'est un petit peu le nouveau CM Punk de WWE. Alors Kevin Dunn dans le camion, il a très vite baissé le volume. La suite du match, elle va énormément se dérouler à l'extérieur du ring. L'arbitre, il a arrêté de compter. Shotzi, elle va réussir un crossbody depuis la barricade sur Ronda et Shayna qui étaient à l'extérieur, qui étaient dans le public. Et elles ont atterri sur des gens du public. Voilà. Les gens du public, ils sont restés au sol et on n'est jamais revenu à eux. On sait pas s'ils vont bien. Oui, je sais, vous allez me dire c'était peut-être des complices, mais moi ce que je reproche à WWE sur le coup, c'est que je suis pas censé me dire dans ma tête, ça va, c'est des complices, c'était prévu. Il y a des gens qui se sont fait bolos par Ronda Rousey, Shayna Baszler, et ils ont payé leur place au premier rang pour se retrouver à terre. Et le pire, c'est que tu les vois derrière, ils vendent, hein, les gens, ils disent, oh non, c'est pris 3-4 choses sur... On est à terre, on est au sol. Donnez-nous des nouvelles. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont eu des boissons offertes? On est à peine rentré dans le ring, donc Ronda Rousey, elle a amené un contre à Shotzi. Elle lui a fait un bras volé depuis la 3e corde, c'était joli, elle lui a fait un Piper
leur spit. Sa prise de soumission, on n'en parle plus, voilà, Shotzi de ce fait, bah, on rentre à la case. 7 minutes 12, donc il n'y avait rien de particulièrement loupé pendant le match, mais Ronda Rousey, faut faire quelque chose. Elle a plus envie d'être là. Parlez-lui, communiquez, trouvez ce qu'il faut pour la remotiver, parce qu'elle est capable de faire des choses terribles, athlétiquement c'est une des meilleures. En réalité, ça me fait de la peine de la voir comme ça, et surtout ce qui me fait de la peine, bah, ça va être la suite, parce qu'on se doute que Ronda Rousey, elle va être impliquée dans la route de WrestleMania en tant que championne indétrônable et... Bah ouais, mais bon, vu la manière dont elle vend contre Shotzi, elle pourra avoir sa revanche, hein. Peut-être que ça va passer, hein, sur un coup de bol, sur un malentendu. Bon, Sami Zayn, convoqué par Roman Reigns. Ah, attention. Roman Reigns, il va demander à Sami Zayn, alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que Jey Uso, il m'a raconté, c'est vrai, tu lui as menti? Et Sami Zayn, il lui dit, oui, je lui ai menti. Je lui ai menti délibérément, mais j'ai pas parlé à Kevin Owens. C'est Kevin Owens qui m'a parlé. Et là, il raconte tout, Sami Zayn. Il est transparent avec son chef tribal. S'il a menti à Jey Uso, c'est principalement parce qu'il sait que Jey Uso lui fait pas confiance. Il voulait pas lui mettre martel en tête avant d'aller dans son main event. Bon, d'ailleurs, un main event qu'ils ont perdu. Il l'a fait avant tout pour la cohésion de groupe et il veut prouver, en regardant Roman Reigns dans les yeux, qu'il fait bien partie de la Bloodline et qu'il ne les trahira pas. Roman Reigns, il a pris du temps pour bien analyser, tu vois, le comportement de Sami Zayn, etc. Et Sami Zayn, dans son acting, il est impérial. Il est incroyable. Le mec te raconte l'histoire et tout. Il a une manière calme d'aborder les choses. Sami Zayn, ça y est, c'est parti. C'est devenu le plus gros babyface de la compagnie. Il est touchant, il est sincère. Et puis cette complicité avec Roman Reigns, on s'y attendait pas. Donc évidemment, c'est un contre-pied qui nous plaît. Roman, il va accepter l'explication de Sami Zayn, il va lui faire un câlin. Et là, la production, ils nous ont régalé, puisqu'il y a d'abord un sourire sur le visage de Roman Reigns, puis un visage beaucoup plus fermé à la fin du zoom. Voilà, juste avant de passer à la suite, pour nous rappeler Survivor Series, Boston, etc., la pub, les clips. Voilà, clac, la tête de Roman Reigns. Oula, ça laisse présager pas que du bon pour le main event. Et là, dessus, on est excité. Le ventre mou toujours, avec, cela dit, le meilleur combat du ventre mou. C'est le triple threat match. Bobby Lashley, babyface, oui, tape dans la main des gens, donc à mon sens il est babyface. Austin Theory, le nouveau Austin Theory, pas babyface, parce que lui il vient, il est focus, il est déter, il veut prouver à tout le monde qu'il est plus un gosse, quoi, puis ça y est, quoi, il faut le considérer comme le présent, maintenant. Donc bonjour chers téléspectateurs, nous sommes réunis encore une fois pour un match de Beyblade, sous l'égide donc dans ce stade du Poitou-Charentes. Bonjour, je suis champion régional de Beyblade, région Poitou-Charentes. Et Seth Rollins, le champion des États-Unis, alors là la popularité ça va trop loin, c'est devenu un thème, hein. Là ça y est, les gens ne font que chanter, mais derrière faut bien admettre que Seth Rollins dans le ring ça régale tout autant. Ah, ça va être le chef d'orchestre pendant les 15 minutes du match. Excellente durée d'ailleurs, 15 minutes de match, mais Seth Rollins à la baguette. Alors j'ai adoré le début où Austin Theory il s'est fait bolos tout de suite. Une corde à linge de Lashley, tu pars à l'extérieur, Seth Rollins il lui dit quoi? Bah, moi aussi je vais lui mettre une corde à linge pour qu'il passe à l'extérieur. L'explication Bobby Seth Rollins elle est assez intéressante, parce que Seth Rollins comme je le dis, gros chef d'orchestre, et Austin Theory il va revenir avec des interventions, on appelle ça dans le catch un weasel. Il va attendre la bonne opportunité pour pouvoir attaquer dans le dos, tout ça. Clairement les huées elles tombent sur lui, et dès lors que Seth Rollins a un comeback, c'est bon, c'est gagné. Bobby Lashley, réaction un peu plus moindre. De ce fait on enchaîne avec une longue séquence où ça sera juste et Rollins et Theory dans le ring. Et là les mecs ça nous laisse supposer des super affrontements pour les semaines et mois à venir. Rollins d'ailleurs qui nous a fait une petite imitation d'Hulk Hogan avec un comeback que j'ai trouvé un peu drôle. Il nous a sorti des dives à l'extérieur pour maîtriser Bobby Lashley loin du ring. Rob flip sur tout le monde, après ça il nous a contré le dropkick de Theory avec une Liger Bomb. Un de dégagement, derrière c'est le retour de Bobby Lashley. Bobby il veut plus perdre de temps, il veut amener sa Hurt Lock, tout le monde arrive un peu à s'en dégager, alors de manière soit on cède, soit Theory il a vu le match en Arabie Saoudite donc il veut faire la même que Brock Lesnar, ça va peut-être fonctionner. Seth Rollins de nulle part, un frog splash pour casser le tombé, ça c'était très malin. Et Seth Rollins, il va avoir un éclair de lucidité, il va voir comment sont placés ses adversaires, il va tenter une espèce de stomp en prenant appui sur le dos de Theory. Le stomp appliqué sur Lashley, il est incroyable. Theory veut voler le tombé à Rollins, mais Rollins l'envoie péter. Theory monte sur la troisième corde, on est parti pour la superplex, peut-être enchaîné par le Falcon Arrow, et ben non. Spear de Bobby Lashley sur Seth Rollins, et Theory, il tombe sur Rollins, Bobby Lashley, il s'en remet pas, et 1, 2, 3. Le finish, il était super. On était dans une séquence qui était très très bien rythmée. Theory, t'as l'impression qu'il devient champion par erreur. Et niveau prod, WWE, ils ont régalé parce que tout de suite, ils ont été chopés les réactions des gens qui étaient dans la consternation totale. Un super scénar, un très bon combat, j'ai adoré. Là, pour le coup, on peut le dire, ça a chauffé les gens pour les mettre dans un gros état avant le Wargames, mais là, ils vont devoir attendre. Parce que là, oula, on s'est bouffé des clips, on nous remonte, des récaps, puis surtout, il y a Roman Reigns et Jey Uso qui vont à nouveau parler. Et Roman Reigns, il va dire à Jey Uso que c'est bon, il a parlé à Sami Zayn et... pour lui, il n'y a pas de souci. Ah, Jey Uso, il est... Ah. Et donc, ça y est, c'est parti, c'est le main event. Les babyface vont avoir l'avantage numérique. Et on a fait confiance à Butch pour ouvrir les hostilités face à lui, Jey Uso.
Alors stratégie, Jey Uso, très efficace. Il sait qu'il va avoir l'infériorité numérique au bout de 5 minutes. Et bah la première minute du match, un gros face-off entre les deux catcheurs. C'était plutôt stylé. Il y en avait un qui faisait sa pose dans le ring, l'autre dans l'autre. Ils se sont rapprochés, ils se sont trash-talkés et on a commencé qu'à partir du décompte à 4 minutes. Grosse bataille qui va tourner d'abord à l'avantage de Butch, qui va bolosse les mains de Jey Uso, qui va d'ailleurs s'en plaindre le lendemain à Monday Night Raw. Il va nous dire qu'il avait une main cassée. Jey Uso, il parvient, cela dit, à renverser les vapeurs et envoyer Butch directement dans la cage. De ce fait, il y a des doigts pétés contre une épaule pétée. Jey Uso reste debout à la fin du décompte, arrivé du prochain catcheur. C'est Ridge Holland, fils de François, qui sur sa première minute face à Jey Uso va prendre l'avantage. Et les 2 minutes suivantes, c'est un gros 2v1. Brawling Bruce contre Jey Uso. Et là, le public, ah non, il est pas derrière Ridge Holland et Butch. Alors oui, est-ce que c'était contre-productif de mettre l'avantage numérique au babyface? Et ben en réalité, là sur ce moment-là, ça a été une excellente idée. Parce que vous le savez, désormais, le plus gros babyface, la plus grosse coqueluche pour le public, et ben il est d'ailleurs pas dans la team des babyface, il est dans la team de la Bloodline. C'est Sami Zayn. Et lorsque le prochain catcheur de la Bloodline a fait son entrée, qui était pressenti à Jimmy Uso pour venir en aide à son frère, Roman Reigns il a dit stop, toi tu viens là. Et c'est Sami Zayn qui va aller porter secours à Jey Uso. Et là Roman Reigns ils l'ont installé comme le parrain, ils lui ont mis une petite chaise dans sa cage, et là il donne ses consignes, il a même pas besoin de parler, hein. Il monte du doigt, etc. Toi tu vas par là, toi tu vas par là, toi tu restes ici. Et Sami Zayn, ça y est, le public il a donf, là ça chante Sami Uso. Est-ce qu'il va aider Jey Uso? Est-ce qu'il va montrer justement sa loyauté à la Bloodline? Il a les Brawling Brutes face à lui, il va temporiser, ce qui va permettre à Jey Uso d'en attaquer un pendant que lui vient dans le ring pour attaquer le deuxième. Et il va se montrer super solidaire parce qu'à un moment Jey Uso était sur le point de se faire écraser par Ridge Holland. Il va tirer son bras pour le sauver, mais Jey Uso, il va pas voir ça comme de l'aide de la part de Sami Zayn. Il va lui dire tu restes dans ton coin, tu restes tranquille, j'ai pas besoin de toi. La dissension, de ce fait les Brawling Brutes reprennent l'avantage, mais seulement pour un court instant, car dans les 10 dernières secondes avant l'arrivée du prochain babyface, bah les Usos, que oui je considère que Sami Zayn c'est un Uso, ils se sont débarrassés des Brutes, d'ailleurs ils se sont bien débarrassés puisqu'on les reverra quasiment plus, et ils vont devoir coexister pour faire face à un homme qui vient leur faire face. Seul, c'est le kebabier. Alors le kebabier pareil, hein. Il prend son temps, il a Jey Uso et Zayn face à lui, il sait qu'il aura pas de backup parce que les autres ils sont partis hein, pour leur sieste là, je vous le dis. Et ben le kebabier sur ces 3 minutes, il fait un giga carnage. Ça balance les gens dans les cages, ça fait des belly to belly over the head suplex à n'en plus finir. De ce fait, là vous le voyez sur cette image, à 6 secondes de la fin du décompte, il est debout, en contrôle. Là ça y est, Roman Reigns il dit bah vas-y Jimmy Uso, va aider tout le monde. Et pendant que Jimmy fait son arrivée, Drew McIntyre il est monté sur la 3ème corde pour écraser la tête de Sami Zayn contre la cage, et Jey Uso il va tirer sur la corde. De ce fait le kebabier n'aura peut-être pas de descendance, et les 3 minutes d'avance qu'il a pris, bah, elles vont passer totalement à la trappe, hein, puisque bah, Jimmy Uso en plus de ça, lui il peut rentrer tranquille, pépère, pépouze, il va rentrer des tables, ah voilà, la Bloodline ils sont babyface, je vous l'ai dit. Jey Uso il est content, il veut monter les tables, Sami Zayn il veut l'aider, Jey Uso il engueule Sami Zayn, non tu m'aideras pas. Et là ça y est c'est parti, ils se prennent la tête, Jimmy Uso il doit intervenir, ça se pousse, ça se repousse, il y a un plan sur Roman Reigns qui dit mais quelle bande de cons. Excellent hein, le plan sur Roman Reigns, vraiment très très bon. Ridge Holland et Butch ils vont se faire réveiller par l'engueulade. De ce fait ils vont décider d'attaquer, ils vont tout de suite s'en prendre une et on les reverra à nouveau plus. De ce fait 3v1 sur le kebabier, et le kebabier, dans les 4 dernières secondes, il revient. En 3v1, bah oui, un peu trop fort le kebabier. Et Kevin Owens fait son entrée, c'est Kevin Owens l'avant-dernier. Kevin Owens, il va pas se dépêcher d'aller aider le kebabier qui est dans une situation d'infériorité numérique critique. Non, il va d'abord sortir des chaises. Même problème que dans le match féminin, la Bloodline, ils ont décidé d'y aller les uns après les autres. Donc Kevin Owens, il a le champ libre, il met des coups de chaise à tout le monde. Il termine bien sûr par un face-off avec Sami Zayn qui va pas se conclure. On va garder ça pour un peu plus tard. Ridge Holland de ce fait, il voit Sami Zayn qui lui tourne le dos, il va profiter pour le maîtriser. Ça y est, ils sont de retour les Brawling Brutes. Pete Dunne, il est revenu aussi, il met les doigts encore de Jey Uso en péril. De ce fait, et là c'est un peu logique vu qu'ils sont en 4v3, les babyface reprennent l'avantage. Il y a un des Usos qui passe à travers une table. De ce fait, ils sont tous debout pour l'entrée de Solo Sikoa. Et Solo Sikoa, eh ben écoutez, ils l'ont construit très très fort. Il a géré la situation en 4v1. La première minute, il s'est débarrassé de Ridge Holland et de Butch parce qu'ils sont vraiment construits très très faibles pendant ce match. Une minute d'échange avec Kevin Owens qui va se prendre un surpassement et atterrir sur la plaque métallique qui est entre les deux rings. Et dans la dernière minute, un gros face-à-face avec le kebabier qui veut se venger, le kebabier depuis que la chatte de Castle. Un gros slugfest entre les deux qui va se terminer avec le kebabier qui porte un coup de boule à la volée à Solo Sikoa. Tout le monde fait dodo. De ce fait, Sami Zayn, il a eu 3 minutes pour récupérer. Quand Sheamus arrive au ring, eh ben, il ferme la porte de la cage. Il fait,
bah non, tu rentreras pas. Bon, Sheamus, il a juste tiré un peu plus fort sur la porte, il a fini par rentrer. Il a réussi dans les 2 premières minutes à se débarrasser et de Sami Zayn et des Usos. Il a été réveiller ses copains, et là, tous les babyface sont debout avant l'arrivée de Roman Reigns. Au lieu de se dire, il y a le meilleur catcheur de la compagnie qui fait son entrée, on va l'attendre. Je sais pas ce qui s'est passé, puisque la caméra, elle est focus sur Roman Reigns qui arrive, voilà, qui sort de la cage, il a son flow, il a son style, ça y va lentement. Reigns, il rentre dans la cage, dans un ring, il y a tout la Bloodline, dans l'autre ring, il y a tous les babyface, mais je sais pas pourquoi ils sont tous par terre. De ce fait, c'est le statu quo, et quand Roman Reigns rentre dans le ring, j'ai eu l'impression qu'à part l'histoire qui nous a été racontée avec Zayn et Jey Uso un court instant, le reste a été alors totalement inutile. Et en plus de ça, Triple H, il a pas des gros spots à intégrer dans ses futurs clips. Non, je vous le dis, Cash, j'ai vraiment pas aimé cette première partie de combat. Quand Roman Reigns arrive, c'est mieux. Déjà, il y a le public qui va se réveiller parce que les 2 équipes, voilà, l'une face à l'autre, ça fait des belles images. Là, elles se rapprochent et tout. Donc là, voilà, Triple H, tu les as tes images. C'est parti en hockey fight, les gens étaient contents, ça va tourner à l'avantage. D'abord de Roman Reigns, parce que bon, c'est le meilleur, donc il vient mettre des coups d'Atemi dans la carotide de tous les adversaires. Puis ça se retourne contre lui. Et Sheamus et tous les babyface, ils vont réussir tous les coups d'avant-bras sur la poitrine. Ils en ont fait 25, c'était très cool. Et après ça, on va plutôt avoir des individualités. Déjà, il y a Roman Reigns qui est là, on peut faire un gros clash. Là, à un moment, Roman Reigns, il est seul entre Kevin Owens, Drew McIntyre et Sheamus. Tu dis, il va passer un sale quart d'heure. Je sais pas pourquoi. McIntyre, on l'a plus vu. Owens, il est parti faire autre chose. De ce fait, Sheamus en avait avec Roman Reigns. Ça, c'est mal terminé. Il s'est pris une spear. C'est Butch qui est venu casser le tombé. Butch, il s'est fait attraper par Sami Zayn. Et Jey Uso, je pense que oui, il voulait mettre un super kick à Butch. Ah, pas de bol, il l'a mis à Sami Zayn. Alors Jimmy, il est arrivé à ce moment-là, il a dit, bah t'as fait quoi? Et Jey Uso, il s'en foutait un peu d'avoir mis un super kick à Sami Zayn. Bah écoute, c'est bien fait, c'est le karma. Bon, malheureusement pour Butch qui avait réussi l'esquive, il va se faire avoir derrière, il s'est pris un Wendy depuis la 2e corde, encore une fois. De ce fait, vous l'aurez compris, on le reverra plus. Ridge Holland, il a tenté de revenir, double super kick et une spear de Roman Reigns à travers la table. Pour Ridge Holland, c'est parti, c'est dodo. Les Usos qui ont fait un double super kick, on se dit, bah ça y est, ils sont frais et dispo pour la suite. Je sais pas pourquoi on les retrouve allongés par terre plus loin, mais m'explique pas. Et Roman Reigns, il est traîné dans l'autre ring de la part de Drew McIntyre qui veut le powerbomber à travers la table. Donc le projet est totalement louable. Il se fait contrer. Il y a Solo Sikoa dont on n'avait pas de nouvelles qui revient, qui lui porte sur Nuranagi à travers la table. On reverra plus le kebabier. Stunner de la part de Kevin Owens pour neutraliser au moins quelques minutes, quelques instants Solo Sikoa. D'ailleurs, jusqu'à la fin du match, on le reverra plus le solo. Et on est parti. C'était le gros face-à-face attendu. Kevin Owens contre Roman Reigns, le programme qui semble se définir pour le Royal Rumble. Et là, on a une séquence géniale qui a commencé avec du slugfest. Superman Punch esquivé, Stunner esquivé, on s'envoie dans les cordes, pop-up powerbomb réussi de la part de Kevin Owens. Le Stunner qui passe derrière, 1-2. Et ça, regardez bien, parce que Kevin Owens, il avait match gagné. Roman Reigns, il a les bras en croix, il bouge plus, c'est terminé. C'est Sami Zayn qui vient casser le tombé. Mais alors attention, là ils ont été très précis, WWE, là c'est... Oui, là c'est la beauté de leur storytelling qui a été superbe. Il vient pas casser le tombé en tapant sur Kevin Owens, il vient tout simplement choper le bras de l'arbitre pour éviter que celui-ci compte jusque 3. C'est vrai que l'arbitre, il peut faire 1, 2, mais il va pas utiliser l'autre main pour faire 3. Je sais ce que c'est dans les règles arbitrales, j'en sais rien. Tiens, Michel Michel Ah oui, c'est vrai, il s'occupe plus de ça. Non, c'est pas grave, on lui demandera des nouvelles s'il a bien aimé le show à la fin. Donc Kevin Owens, Sami Zayn, ça y est, c'est le moment attendu, c'est le face-off, ça y est, il se lève. Il se regarde. Ouais, ça tourne en rond, c'est là, c'est ça. Veut m'empêcher de gagner, lui dit Kevin. C'est tes vraies couleurs, c'est la Bloodline. Sami Zayn, il fait ouais, c'est mes couleurs. Plus de ça, c'est stylé parce que Kevin Owens, pendant ce temps, il relève la tête de Roman Reigns en disant alors c'est ça ton chef tribal. De ce fait, t'as tout Boston qui retient son souffle parce que là, c'est le moment de vérité. C'est un moment qu'on attend depuis quand même pas mal de temps. Et ben Jimmy Uso, il pense mettre fin à la fête en mettant un super kick à Kevin Owens. Kevin Owens, il le contre. Et Sami Zayn, alors le timing, la production, tout est parfait. Il vient mettre un immense coup bas à Kevin Owens. Zayn, il a un acting incroyable, il réalise ce qu'il vient de faire. Owens, il est subtilement en train de se placer dans le coin. Là, t'as Zayn qui échange des regards avec Roman Reigns. La production, elle est super parce qu'elle les chope bien, tu vois, en train d'échanger 2-3 trucs. Et Zayn, enfin, il prend la bonne décision pour la Bloodline. Il trace son chemin en direction de Kevin Owens et allez hop, elle ouvre à kick. Owens, il s'abat sur le sol, il regarde Jey Uso et lui dit voilà, il est pour toi. Et Jey Uso, il monte sur la 3e corde, il plante son splash et victoire de la Bloodline. Alors ça c'est un beau finish. Ça, c'est un immense finish. Comme je vous dis, j'ai pas aimé toute la première partie du combat, dès lors qu'on avait le 5 contre 5, on a fermé les portes, War Games, et l'aftermatch, il est sensationnel, parce que t'as Roman Reigns
qui vient de se rendre compte, tu vois, que Sami Zayn n'allait pas les trahir, qu'il les a aidés justement à gagner, il a été déterminant. Pendant tout le match, en plus de ça, ils nous ont glissé des indices comme quoi, voilà, il était solidaire, il a aidé Jey Uso, il s'est pris un ballon contre super kick, mais voilà, il a compris que c'était accidentel, même si Jey Uso, ça l'a peut-être soulagé sur le moment. Le câlin avec Roman Reigns à la fin, alors Sami Zayn, Roman Reigns, le câlin, là le public c'est ah, mais surtout, bah, c'est le câlin avec Jey Uso qui a fini par accepter Sami Zayn dans la famille. Et ça c'est... Oulala, mais comment tu veux écrire la... C'est ça qui va être dur pour WWE. Comment vous allez écrire la suite? Parce que là, grosso modo, vu ce que représente Sami Zayn, vu l'enjeu qui est autour de Sami Zayn et ce taf de taré que WWE a prévu elle-même, puisqu'ils avaient dit, voilà, Sami Zayn, ça va être une passade, à un moment on va le dégager, et puis voilà, quoi, sous l'ère McMahon, ça aurait pas duré. On le sait, ça a été documenté, voilà. Là, cet angle un peu anodin, il est en train de se transformer en point majeur, tu vois, de toutes les storylines de ces récentes années de la WWE. Oui, là, c'est un excellent programme, mais je vois pas comment la Bloodline pourra redevenir heel après ça. D'ailleurs, ils ont rien fait de heel pendant le match, ils ont juste été bons, solidaires. Sami Zayn, il a été stratège. Les babyface, ils avaient des situations de 4v1, de domination, etc., mais ils ont fini par s'étouffer. Et d'ailleurs, le seul babyface qui a été construit un peu fort, oui, c'est peut-être Kevin Owens, parce que bah, il était peut-être sur le point de battre Roman Reigns. Pas les autres. Donc ça conclut ces Survivor Series de manière plutôt chouette, la Bloodline est plus forte que jamais. Je suis curieux bien sûr de savoir quel va être le dénouement de tout ça, est-ce que Sami Zayn il va finir par les trahir, est-ce que la Bloodline va se retourner contre Sami Zayn, il se fait retourner le cerveau par Kevin Owens parce que ça semble être le chemin qui est pris pour déjà dès cet épisode de Monday Night Raw. Mais j'en parle pas, je l'ai vu, je le sais, mais Fury du futur qui est là pour en parler. C'est Fury du futur. Voilà, c'est son moment. Bon comme ça, moi, mon boulot, il est terminé, puisque lui, je le laisse conclure. Voilà, ça va être une bonne review. Ouais, on est parti. Ouh là, j'ai un rush qui... Ouh là là, ouh, ça va être long. Ok, à 8 ans de la chaîne. C'est vrai que j'aurais pu faire un truc un petit peu plus stylax. J'espère que la vidéo va pas prendre 10 ans pour faire sa review, là. Qu'est-ce qu'on a sur l'écran de contrôle? Ah, Michel! Comment vous allez, Michel? Normalement, c'est la séquence de Fury du futur, mais je suis content de vous voir. Qu'est-ce que vous avez pensé de Survivor Series? Vous avez pas été très sollicité, hein, parce que il y a plus trop de magie, là, avec votre copain Bray Wyatt. Il y a une version masquée, une version pas masquée, etc. Là, les glitches. Ah, les glitches, ça fait peur, là. Les théories, là, c'est... Hein? J'étais pas venu pour ça, en fait. Là, Survivor Series, vous avez compris, c'est un jour où je travaillais pas. Mais en revanche, c'est la date du 30 novembre. Ah oui, je sais, vous avez parlé de l'anniversaire à HEC ça le catch, mais je suis pas venu pour ça, figurez-vous. Et je pense que certains de vos viewers, là, ils sont pas venus pour ça non plus, hein. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit à Chronojoue, là. Il y a des promesses que vous n'avez pas tenues. Votre copain du futur, là, ça fait quelque temps, il prépare un sale coup. C'est lui qui m'a amené ici, d'ailleurs. Attendez. Vous avez pas joué à ça avec moi, hein, ça reste quand même ma chaîne YouTube. En plus de ça, vous avez pas gâché la fête, Michel. La chaîne a 8 ans. Je sais pas moi-même combien de milliers de vidéos il y a sur cette chaîne. Vous allez pas me dire que, oui, j'ai dû laisser sous-entendre à un moment donné que je devrais parler de certaines choses. Mais vous savez, dans le catch, il y a plein de trucs, Michel. J'ai rien promis. J'ai pas... Ah, attendez. J'ai les papiers. Asseyez-vous 2 minutes. Ça, vous êtes toujours le cul assis, vous. Je vais tout vous expliquer depuis le début. Et après ça, vous irez faire ce que vous avez à faire. Alors... Dans votre SmackDown Recap du 14 octobre 2022 à 19 minutes 25, votre ami du futur, pas content que vous êtes parti sur Twitch là pour faire vos recaps. Lui, il a perdu son emploi, il faisait plus les théories, là, qu'est-ce qui se passe? Il a fait apparaître un code, après ça on a vu sa tête, et il a mis le logo de vos... Qu'est-ce qui s'était passé? Ouais, ça fait longtemps que vous avez plus sorti ça. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors le code, j'ai pas compris tout de suite. Ça viendra un petit peu plus tard, je vous expliquerai. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, je pensais que vous étiez sous drogue, il a caché un lien. Vous pouvez les premières lettres de chaque phrase, là, il y a un lien caché qui renvoie à cette image. Alors là, c'est une aubaine, parce que j'ai appris le binaire en deuxième langue. Il a écrit... Le messager du futur t'ouvre le chemin, viens à moi mon fils, et rejoins le donjon du destin. Donjon du destin, référence. Années 90, j'apprécie. Il raconte Michel. J'ai pas fini. Raw Recap, 17 octobre 2022. QR code. Tiens, prends mes idées. Allez, prends mes idées. Hop, discrètement derrière le mise. 17 minutes 21. Là, c'est une image noire. Alors, on me la fait pas moi, hein. On met ça dans l'Autoshop, on augmente subtilement la luminosité, puis on découvre qu'il y a un nouveau message en binaire. Du nord le Katmandou, de l'Himalaya et de la face au nord du mont Everest. Ah, on dirait une phrase du maître dans le donjon du destin. Et tout en bas, il y a un message qui est écrit en runes. Alors je lis pas très bien les runes, mais il a donné des indices, votre ami du futur. Le nom de l'image, c'est Madeon. Et Madeon, c'est le nom de la police d'écriture qui permet de déchiffrer le message. N'oublie pas,
ta promesse. Ah, je vous avais dit que vous avez pas tenu vos promesses. Attendez, non. J'ai pas fini. SmackDown Recap, 21 octobre 2022. Alors là, il y a les théories sur Wyatt. Et là, vous avez fait le Jacques. Vous avez fait une imitation du youtubeur Feldup, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Votre imitation, elle était pas terrible. Et de ce fait, vous avez pu utiliser votre copain du futur, qui est une très bonne théorie. Il était vexé. Surtout que quand vous lui avez dit que Barry Windham c'était pas une bonne piste, vous étiez foutu de lui. On ne se moque pas, monsieur. Il a remis un QR code, 18 minutes 47. Conserve tes secrets, je tairai tes défauts. C'est les paroles d'une chanson de Big Flo et Oli. J'aime beaucoup d'ailleurs. La chanson, elle s'intitule Promesses. Encore des promesses. Et le nom de l'image, ça c'était drôle. Le nom de l'image, c'est la terminaison d'une vidéo YouTube. La vidéo YouTube, c'est Tintin au Tibet. J'aime beaucoup Tintin. Elle collectionne toutes les bandes de dessinées, là. J'aime un peu moins le dessin animé. Je trouve qu'il me fait une voix un petit peu sotte au Capitaine Haddock. C'est mon personnage préféré. Et quand vous allez dans les détails de l'image, dans les commentaires, ben il y a le timecode. Pile poil, 12 minutes 50, qu'il y a le Yeti qui apparaît. Non, c'est hors de question, j'en parlerai pas, mais non. J'ai pas fini. Raw Recap, 24 octobre, 9 minutes 31. Alors là, carrément, il a mis un passage à l'envers. Il a cru que c'était les Beatles, là, un message subliminal. Le catch n'a jamais été une affaire de combat un contre un à la régulière. Tiens, ben ça, c'est l'intro de votre vidéo sur les stipulations. Le top 10 les meilleures stipulations. Alors, j'ai pas aimé la vidéo. Alors là, ça, avec les Japonais qui se mettent des pétards de l'oignon, là, qui font la bagarre dans le métro. D'ailleurs, il a caché un lien dans la description de la vidéo. Et là, ça m'a fait rire parce que l'image, elle parle à un certain Jérém. Jérém _ Boyer. Bravo à lui, et sur Twitter, il a tout trouvé jusqu'à présent. Il s'est un peu trompé à certains endroits, mais franchement, il a fait, franchement, sans faute. Et il dit, Jérém, merci de bien avancer au niveau de l'énigme. Il incite Jérém à ce qu'il travaille avec d'autres personnes. Alors j'ai un peu regardé les réseaux sociaux, tout ça. D'autres personnes qui ont joué, c'est pas mal. Et Jérém, dans ses expertises, eh ben, il m'a donné des informations. Sur le code, dans la première vidéo que j'avais pas compris, il avait trouvé un lien Cage Match. Moi je connais pas Cage Match, la bibliothèque là, qui répertit tous les combats, tous les événements qu'il y a eu dans le monde du catch depuis très longtemps. Et il s'est trompé, s'il a mal recopié le code, et quand on recopie bien le code, et ben on tombe sur Halloween Havoc 1995, la WCW. Bah ça tombe bien parce que c'est à ce moment-là qu'apparaît le Yeti. Non, ils disent pas le Yeti, ils disent le Yeti. Le Yeti. Et c'est marrant parce que votre vidéo de stipulation, vous dites à la toute fin que vous avez promis, il y a 5 ans, de parler du Yeti. Vous l'avez pas fait. Et vous n'avez pas respecté votre promesse. C'est des événements qu'on veut oublier, ça s'est passé dans une autre dimension. Là, regardez, le catch est moderne maintenant, il y a Sami Zayn, est-ce qu'il aime bien Roman Reigns? Vous allez pas me faire parler du Yeti. Alors là, pareil, le nom de l'image, c'est Cordoué qui renvoie au show en Arabie Saoudite. Ça va apparu dans votre vidéo. Vous avez mis en garde, hein. Attention, hein. Et il a encore glissé les images subliminales de votre compte Twitter qui a été hacké. Et vous avez été hacké par votre copain du futur. Je vous dis, vous l'avez pas respecté. Il se venge. Il rappelle les promesses que vous avez pas tenues il y a 5 ans. Et puis aussi, vous avez promis que vous feriez plus de ce qui s'était passé. Là, ça fait 6 mois. Halloween Havoc 95, vous avez parlé du Yeti. Je vous mets en garde. Il va venir pour se venger. Il a les crocs. Et j'ai hâte de vous retrouver pour le qu'est-ce qui s'était passé de Halloween Havoc 1995. Parce que figurez-vous que j'étais à la WCW à cette époque. Non. Non, pas le Yeti. Ah non. Ah non. Qu'est-ce qui se passe ?